Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films avec Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, je vais vous parler du Sang du cartel, We Die Young pour le titre original. C'est un film de 2019, un budget de 4 millions de dollars, réalisé par Lior Geller et basé sur son court-métrage de fin d'études qui a été nommé aux Oscars quand même en 2016, Rhodes. C'était un film qui se passait dans la ville de Lod en Israël, qui est sa patrie d'origine. Mais pour ce We Die Young, direction Washington DC, aux États-Unis, à quelques encablures de la Maison Blanche, dans un quartier qui tient plus du ghetto qu'autre chose. On suit Lucas, un garçon de 14 ans, actif dans la vie de gang dans ce quartier de Washington, et qui est pris sous l'aile du chef de gang local, Rincon. Alors c'est un gang qui appartient au cartel MS-13, Mara Salvatrucha, qui est un gang issu du Salvador, qui est rivaux des 18, donc c'est vraiment les gangs connus, importants aux États-Unis, qui est normalement plutôt implanté sur la côte ouest. Washington DC reçoit 50 000 touristes chaque jour, sauf dans le quartier d'où je viens, où on n'en voit jamais un. En vélo, on peut être à la Maison Blanche en 20 minutes. Mais ici, les rues appartiennent aux gangs. Et je bossais pour le plus gros de tous, la Mara Salvatrucha, aussi appelée MS-13. Mon rêve, c'était de devenir un roi du baseball comme Cabrera. Seulement, dans mon quartier, le deal passe avant le baseball. Moi, ma bande, les Coronado Locos, on gérait le racket, la drogue, les putes de la rue de la Fac jusqu'à la voie ferrée. Le système est tellement bité que si tu te fais choper n'importe où dans le DC, ils te filent aux fédéraux. Du coup, les condés sont pas spécialement regardants. Ça fait que les gangs sont devenus de plus en plus gros, vu que personne balance aux flics. En fait, tout le monde a la trouille au ventre de se faire expulser. Comme ils ont déjà expulsé 10 000 gars dans 40 états. Il y a les revendeurs. Au-dessus d'eux, t'as les coursiers. Les coursiers obéissent aux soldats. Et les soldats obéissent à Jester. Tout le monde doit passer par lui pour parler au boss. Sauf moi. C'est pour ça qu'il me déteste. Et donc, en haut de la chaîne alimentaire, t'as Rincon. Il n'y avait pas de crevure plus respectée que Rincon à DC. Il est devenu prima palabra à 19 ans, le premier qui parle, le boss. Et ça, il y est arrivé en butant tous ceux qui auraient pu l'attaquer ou le concurrencer. Quand Rincon se met à faire son Shakespeare, c'est qu'un pauvre gars va pas tarder à se faire fumer. Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas. Donc là on a un film qui alterne entre les affaires de Rincon, donc ce chef de gang, et le périple de Lucas. Donc d'un côté on suit la préparation du mariage de la sœur de Rincon, une sœur qui l'adore, les passages à tabac, parce que comme il est chef de gang, il va gérer son business autour de la drogue, qui consiste principalement à semer la terreur, à récupérer, à distribuer, à gérer les réseaux de distribution, et à passer à tabac ceux qui gèrent mal ou qui ne sont pas dans le droit chemin. De l'autre côté, on suit le parcours de Lucas. On comprend que la fidélité et la confiance, c'est des piliers essentiels, mais aussi fragiles dans cette société ultra-violente et chaotique. Côté Rincon, on a les deux facettes de son personnage qui sont assez crédibles et attachantes. On sent la dureté du milieu, un quartier, le poids de la société locale et du cartel qui est au-dessus. Mais on comprend aussi que Lucas, de son côté, la façon dont il traite les revendeurs, parce qu'il il fait le lien, en fait, il distribue la drogue, il récupère l'argent, ou les conseils qu'il donne aux gosses qui traînent, avec notamment son frère, dont je vais y venir. On voit qu'il n'a pas la conviction que c'est un avenir rose et qu'il le souhaite à personne, à commencer par son petit frère. Lucas, écoute, je suis désolé. C'est ma femme, elle est malade à cause de la chimio. Alors j'ai été forcé de fermer la boutique quelques jours. Je paierai la semaine prochaine. Dis-lui que je suis désolé. Tiens, prends ça. Pour toi et ton frère. Écoute, je veux bien te couvrir, Carlo. Mais la prochaine fois, faut que t'aies le fric. Je pourrais pas te sauver à chaque fois. Oui, je sais, merci. T'es un bon garçon, Lucas. Le film raconte ce jour où tout bascule. Rincon marie sa sœur aujourd'hui, donc la famille et le cartel se réunissent.
Il y a la préparation au début et puis la cérémonie qui a lieu ensuite. Et le petit frère de Lucas, à 10 ans, il se fait introduire dans le gang. Donc c'est le point de déclenchement. Lucas, il décide subitement de mettre son frère à l'abri. Il veut pas que son frère soit entraîné dans ses affaires et ce destin. Il est aidé par une double opportunité. Il y a Miguel qui est pris, donc le petit frère de Lucas, il est pris dans un camp d'entraînement d'espoir du baseball, pour lequel a priori il est doué. Et Rincon vient de confier à Lucas une énorme somme d'argent qu'il doit remettre probablement à des cadres du cartel. Lucas est vite rattrapé par les seconds couteaux du gang, mais il sera aidé par Daniel, incarné par Jean-Claude Van Damme, qui est un ancien combattant de la guerre d'Afghanistan. Ils nous refont ce coup-là, avec qui c'est lié d'amitié. Daniel va déclencher la fin du gang et l'arrivée de la police pour un final en forme de noces macabre, ce qui permettra aux deux frères de se libérer de ce destin funeste qui attendait notamment Miguel. Alors, après Rhodes, donc son court-métrage dont je parlais au début, Lior Geller, il travaille avec des producteurs pour développer cette histoire qui deviendra le sang du cartel. Il crée une campagne de financement participatif en 2017 pour aider à financer la production du film. C'est un film assez fauché quand même, mais c'est un film assez personnel comme peut l'être la suite d'un film de fin d'études. Le projet il attire rapidement l'attention des investisseurs, notamment Moshe Diamond, qu'on connaît bien, qui a produit une dizaine de films de Jean-Claude Van Damme, tous les Ringolam, Tsuyark, Time Cop, et des plus récents, The Shepherd et Pound of Flesh. Finalement, le film a été financé par la société de production Brown Studio, de Moshe Diamond. Van Damme, avec sa société Rodin, est greffé au projet pour lui donner probablement un peu plus de poids et un argument marketing. Le film, il sera présenté au Festival du film de Santa Barbara et de Miami, et un accueil plutôt correct, donc peut-être moins important, et a priori un film qui ne transforme pas l'essai par rapport au court-métrage qui était nommé aux Oscars. Au casting, un casting assez intéressant, on a Elias Garza qui joue Lucas, un garçon qu'on a déjà vu dans Sicario et The Book of Life avec Diego Luna. Vraiment excellent, très bien dirigé aussi j'imagine, mais il est touchant, il est juste, il joue très bien. On a aussi David Castañeda, qu'on a vu aussi dans Sicario ou dans The Umbrella Academy, la série, qui joue Rincon et qui est aussi parfait. Donc avec tous ces tatouages, les membres du MS-13 ont cette particularité qui sont ultra tatoués, mais donc il a ce visage extrêmement tatoué, et donc il alterne entre son rôle de chef de gang ultra violent, celui de chef de famille plus sensible et responsable. Voilà, c'est comme ça qu'il traite Daniel en fait, c'est comme ça qu'il traite sa sœur, de façon assez tendre à l'écoute. Dans le final, il se montre compréhensif, il casse les codes un peu de la vengeance manichéenne, parce que Lucas et Daniel, donc Van Damme, ont un peu cassé toute sa famille et ce qu'il avait construit, mais on rentre pas dans ce schéma. La fin est assez intéressante pour ça. Forcément, il y a un écho entre les deux personnages de Lucas et de Rincon. On trouve souvent dans les séries B fauchées, normalement, cette espèce de vengeance à la fin qui est assez simple. Là, c'est pas le cas. On a un personnage intéressant, bien incarné pour Rincon. Super acteur, David Castañeda. On a d'autres acteurs comme Charlie McGehan en Jester, qui est plus en retrait parce que son personnage est plus monolithique, un peu moins écrit. Mais globalement, le casting, il a vraiment de la gueule. Les acteurs s'en sortent tous très très bien. Écoute, il y a un truc que je voulais te demander. Je te demande ça pour Miguel. Je veux pas qu'il ait une vie comme la mienne. Je veux pas qu'il soit trafiquant. Je veux dire, il est super bon au baseball. Il pourrait... Attends, de qui tu parles? De Miguel. Il peut aller très loin. Mais pour ça... Non, s'il te plaît! Il dit qu'il peut pas payer. Si, je peux. Tu me connais, je suis un de tes gars. Rudy. Le fric, je vais le trouver. Mec, là, c'est la 3e fois, c'est plus possible, on peut plus être copains. Je vais te forcer de te faire du mal et c'est par ta faute, tu comprends? Non, je te paierai, je te jure. Tu te foutras collé de ma gueule. Je vais payer. Jester, écoute, je dois encore voir un truc avec Lucas, alors je te laisse finir. Ok? Non, s'il te plaît. Attends, non, pitié. Je suis un de tes gars. Tu me connais, je vais te payer, je te jure. Non. Des fois, je trouve que t'as un peu trop de ton frère en toi. C'était un gars intelligent, mais trop gentil. Il a trouvé moyen de se faire buter à l'autre bout du monde en croyant t'aider. Tu sais, les gens, faut que tu leur inspires la peur. Et ton cœur, il faut qu'il soit
Comme de la pierre. Tu sais, j'avais aussi de la peine pour eux à ton âge. Quand je suis arrivé ici, j'avais rien. Mon père et mes frères sont fait buter au Salvador. Et ma mère violée et assassinée par les coyotes. Il fallait aussi que je m'occupe de ma sœur. Handicapée de naissance. C'était pas une mince affaire. Alors j'ai fait ce qu'il fallait faire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait comme ton père. Alors c'est le moment où on donne des notes, hein. Qu'est-ce qu'on pense de ce film, hein, qui a l'air quand même fauché mais bien conçu, avec des bonnes intentions. Je lui ai mis une note artistique de 5,5, c'est tout petit peu au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il n'y a pas de budget, hein, donc les décors sont pas nombreux. On a une cour, le mariage se passe dans une cour entre 4 maisons, hein. Quelques rues, quelques maisons, bon, vu le budget, c'est ok. Au niveau de la mise en scène, il y a on va dire, on se concentre sur une peinture du quartier, sur des portraits, sur ces histoires de famille qui fonctionnent, hein, et qui donnent du crédit aux personnages, à leur quête. C'est bien foutu. On croit à ces personnages, et pour autant, il y a des nuances qui ressortent de ces personnages. C'est bien mis en scène, avec pas mal de justesse aussi dans le jeu des acteurs. Je pense que c'est des gens qui sont bien dirigés, je pense crédit au réalisateur également. On croit volontiers à ce cartel, à cette vie de quartier, ça fonctionne bien. La vie fonctionne bien, les personnages sont solides. La mise en scène, donc je parlais de la mise en scène des personnages, effectivement, les scènes de comédie, les scènes de dialogue, les plans d'exposition sont de très bonne facture, il y a des très beaux plans. Encore une fois au regard du budget, hein. Mais la mise en scène alterne aussi le moyen. Sur les scènes d'action, elles sont correctes, elles sont pas transcendantes. Les scènes de poursuite sont pas mal. Je vais revenir sur la note bagarre, hein. Mais l'action et les scènes, il y a des scènes de transition vers l'action qui sont gâchées parce qu'il y a des cadrages un peu foireux et puis une caméra à l'épaule très remuante, pas agréable du tout. Et pour autant, il y a certaines scènes d'action qui sont bien mieux conçues. J'imagine qu'il y a eu des choix à faire, et puis certaines transitions entre les moments calmes, les moments d'action sont pas très bien gérées. Il y a certaines scènes qui sont vraiment réussies, je l'ai dit, hein, le final avec l'assaut du FBI, très lisible, bien conçu. L'habillage sonore, c'est du rap chicanos efficace. On est vite dans le bain, un peu trop appuyé, je pense. Les meilleures scènes du film utilisent une autre ambiance musicale. Il y a le lac des cygnes et il y a une espèce de mélopée neutre un peu à la Gladiator, le Hans Zimmer début des années 2000. Et le sound design est ok. Alors on vient de voir Day of Reckoning qui excelle dans ce sound design là, c'est pas le cas. On a quand même un budget, j'allais dire on a un budget différent, mais Day of Reckoning c'est 8 millions, hein, c'est à peine le double. En français, la traduction est ok, il y a quelques étrangetés dans les dialogues. Notre bagarre, elle est moins bonne, hein. J'ai mis 3,5, il y a peu d'action dans ce film, il y a une poursuite qui est plutôt de bonne facture, à pied, en voiture, assez lisible, il y a quelques fusillades assez moyennes, des passages à tabac, le final est assez réussi. C'est assez bien mis en scène, mais on regarde vraiment pas We Die Young pour la bagarre, c'est pas un film de bagarre, 3,5. Un petit bonus Jean-Claude Van Damme, ça faisait très longtemps. Un plus 0,5. Alors Jean-Claude là-dedans, il joue Daniel, c'est le mentor de Lucas. Il joue une bonne influence, hein, il lui donne un livre pour lui expliquer qu'il doit lire et aller à l'école au lieu de participer au deal. Daniel, il est en fin de parcours, hein, il est revenu brisé d'Afghanistan, il a même perdu la voix dans l'explosion, donc en fait on n'entend pas du tout la voix de Jean-Claude Van Damme ou de son doubleur dans le film. Il est accro à la drogue, il se soigne comme ça, hein, sur le post-trauma. Il vivote, il vit de mécanique, de course de taxi. Il y a un petit backstory avec une relation avec une femme qui est abordée en surface, quelqu'un qui prend soin de lui. Des personnages, donc le père de cette femme aussi, qui a l'air de travailler au garage, des personnages qui sont en marge du récit, on en parle peu, ils sont pas développés. Et même, je dirais, ils ont l'air greffés de manière assez artificielle à l'histoire. Toute cette partie avec Daniel est greffée complètement au film. Je pense à un apport tardif, hein, au film, l'arrivée de Jean-Claude Van Damme avec cette écriture. Les flashbacks de Jean-Claude à la guerre sont super cheap. Je pense que le film marcherait très bien sans ces personnages. Ils agissent surtout en dernière partie du film. Enfin, c'est des personnages outils et Daniel qui déclenche en fait la fin du film. Alors sans lui, il aurait fallu trouver quelque chose d'autre. Ça fonctionne bien, mais c'est Jean-Claude Van Damme qui vient extraire Lucas et son frère de ce mariage où ça allait mal se passer.
Et donc il agit en père de substitution en somme. Mais c'est vrai que c'est comme si le personnage était une sorte d'ombre peut-être de son père disparu à Lucas, et qu'il n'existe pas vraiment pour les gangsters. Il est vraiment greffé au scénario. Bon, Jean-Claude, il joue juste et sobre, il s'exprime surtout par le regard, il a une espèce d'appareil de synthèse vocale, mais ça crédibilise un peu son rôle de soutien, c'est comme s'il était là mais pas vraiment là. Belle présence à l'écran, j'ai trouvé une insertion au pied de biche dans ce récit. Salut Daniel, je l'ai lu. Le conte des deux cités. C'est fun, j'aime bien. Ouais, d'accord, je l'aurais bien lu. Seulement, j'ai jamais le temps. Les garçons de ton âge vont à l'école. Ils ne travaillent pas pour les gangs. Ouais, sûrement. Une implication, un vrai apport finalement, qui donne un peu de volume au film. J'ai donné un petit bonus assez généreux de plus 0,5, ce qui permet au film d'atteindre la note de 5 sur 10, donc pile la moyenne. J'ai classé 23e sur 42, on est au milieu du classement. Bilan global assez positif, attendez rien de ce film, on en ressort que y a des bons personnages, leur trajectoire est intéressante, pas si superficielle pour un film de gangster vraiment classique, hein. Il y a quelques valeurs qui les transportent, des personnages assez attachants finalement. Il me semble y avoir des actes manqués. Je pense que ça aurait été intéressant de confronter encore plus les deux personnages de Lucas et de Rincon, qui sont assez proches. Rincon, ça semble être un des futurs possibles de Lucas. Au contraire, Rincon voit en Lucas ce qu'il était jeune. Il voit c'est possible, et c'est aussi pour ça que la fin est plutôt intéressante et pas trop malmenée. Les deux sont pas loin de la rupture. Ça arrive vraiment jamais, mais c'est pas aussi puissant que ça aurait pu l'être. Ce duo fonctionne bien, ce miroir fonctionne bien, mais jamais exploité. Pour moi, c'est un acte manqué qui aurait vraiment propulsé le film un peu dans une autre sphère, d'autant que les comédiens sont bons. L'histoire et les événements, en dehors de ça, ils sont pas très originaux, c'est du film de gangster, de gang sous fond d'histoire de famille et de drogue qu'on a vu et revu. Moi je l'ai mis sous The Shepherd, que je trouve quand même mieux fagoté, sous Cavale sans issue, qui est 5 en dessous, par contre au-dessus de Kickboxer Vengeance, plus intéressant, au-dessus de Jusqu'à la mort et au-dessus de Cyborg. Donc c'est un film de jeunesse pour un réalisateur qui a vraiment des qualités, pas mal de choses fonctionnent bien, je l'ai dit, portrait, personnage, ambiance. Et les moyens sont maigres, alors on a vu avec Day of Reckoning que c'était pas forcément une excuse, mais bon, les films de John Hyams à 8 millions, c'est un putain de miracle. Donc je dirais attachant, mais limité. Voilà pour ce We Die Young. Concernant le podcast, donc j'ai programmé encore 10 épisodes pour le moment, ça nous amène fin août, début septembre, on verra. Avec en point d'orgue, je suis en train de réfléchir à un numéro spécial, un gros bilan, peut-être une petite révision du classement. Il y aura peut-être des petites modifs de fin de parcours. Bien sûr, il devrait y avoir de nouveaux films sortis d'ici là. Il y en a 3 notamment que j'ai notés. Jean-Claude a annoncé que The Eagle Path, donc son deuxième film écrit et réalisé par lui-même, tourné en 2007 quand même en Thaïlande, pour 5 millions de dollars. Donc c'est un film qui a changé de nom, hein. Il l'a appelé Frenchy et Full Love, on a vu ce projet-là sous plusieurs noms. Ce film est de nouveau commercialisé, donc il pourrait sortir cette année s'il trouve un acquéreur, mais bon, c'est un peu le film maudit, il a déjà été proposé plusieurs fois dans les festivals, il y a eu plusieurs versions, plusieurs montages. Pour l'instant, personne ne l'a jamais acheté, donc on parle pas trop vite, mais c'est un film qui devrait peut-être sortir cette année. Le deuxième, c'est Darkness of Man, qui lui est en post-production, donc il a été tourné, donc normalement j'imagine qu'il est déjà commercialisé, hein, c'est pas le même cas que pour The Eagle Pass. Bon, par contre c'est un film de James Cullen Bressac, qui est l'auteur du très mauvais Fortress, qui est un des derniers Bruce Willis, et également Hot Seat avec Mel Gibson et Shannon Doherty, qui était vraiment pas top. J'attends pas grand chose de Darkness of Man, sinon un film de série B très moyen. Et enfin Silent Kill, qui est en pré-prod lui, donc pas encore financé, produit, réalisé par Anthony E. Cox, donc qui a été annoncé pour sortie cette année. Je trouve ça un peu tôt, peut-être on est au niveau de la vente là, je pense. Donc Anthony E. Cox, c'est l'auteur de Waxwork, Hellraiser 3 et Prince Vaillant, tout ça très 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 moyen, réalisé dans les années 90. Et plus récemment, aussi le très mauvais, très crétin Piège en eau profonde avec Steven Seagal en 2005. Ça en dit long sur les possibilités actuelles de Jean-Claude Van Damme, qui a sans doute pas trop le choix que de multiplier les séries B, sans être trop regardant. C'est étonnant parce qu'il avait quand même annoncé qu'il prenait sa retraite et qu'il allait faire un dernier baroud d'honneur. Aucune nouvelle de What's My Name, dont il avait parlé l'été dernier. Officiellement toujours en pré-prod.
C'était le Barreau d'honneur où il devait affronter Bolo Yeung, Michel Kissy et compagnie dans des décors parisiens. Aujourd'hui, le dernier film de Jean-Claude Van Damme, c'est toujours l'indigne Dernier mercenaire. Donc on croise les doigts quand même pour qu'il y ait 1-2 films plus intéressants à suivre. The Eagle Pass, ça va être un film plus personnel. J'imagine qu'il y aura un peu plus d'âme là-dedans. Voilà. Bon, de l'âme, il y en a dans We Die Young. Vous pouvez éventuellement vous pencher sur ce petit film sympathique, vraiment sympathique à regarder. Moi, je vous retrouve dans 15 jours pour probablement un autre film qui a de l'âme, à défaut d'avoir beaucoup d'autres choses. Salut tout le monde, ciao. Vous avez faim? Vous aimeriez manger? Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils aient faim? Ça change rien à là où ils vont, hein? Hé! Ben quoi? T'aimes pas les garçons? Non mais ça va pas! Faut que tu surveilles un peu mieux tes poules, mec. Celle-là, elle avait le feu au... mais c'est la gamine. Sérieux, qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, qu'est-ce que tu fous par ici, le Blancos? Putain de drogué de merde. C'est quoi ton problème? T'es en manque, c'est ça? T'es à la recherche d'une dose? Ah, tu veux jouer? T'es bien sûr d'être au niveau, gars? Ouais, c'est ça, vas-y! Bouge pas, reste par terre! Putain! Voilà ce qu'on fait aux débris comme toi. Tu croyais quoi? Et tu vas voir que c'est pas terminé. On va te crever maintenant. Ouais! Tu rentres chez moi et tu touches à ma famille. Ok, qu'est-ce que tu veux? Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Asseyez-vous. Je me mets là. Ouais. Eh Bernard, café. Vous voulez un café? Ah, non merci, je ne bois pas. Merci bien. Alors un seul.